Cause commune, cause-commune.fm. Et il est l'heure de retrouver Erwan qui nous propose une semaine sur deux sa chronique sur le capitalisme. C'est à toi, Erwan. Si je vous parle d'un gigantesque projet de loi appelé loi Omnibus qui massacre le droit du travail, donne plus de pouvoir aux entreprises sur leurs salariés et démantèle les protections sociales et environnementales. Directement, on se demande ce que Macron est encore en train de nous préparer et on est à deux doigts de renfiler son gilet jaune. Pourtant, rien de tout ça ne se passe en France. Au contraire, aujourd'hui on va visiter un pays qui se trouve à l'autre bout du monde, qui n'a à peu près rien en commun avec la France et qui, pourtant, vit actuellement quelque chose qu'on connaît très bien ici, c'est l'Indonésie. Alors moi, l'Indonésie, j'y connais rien. Donc quand j'ai vu ces derniers jours qu'un grand mouvement social qui rassemble plusieurs millions de personnes s'était constitué contre une loi si proche de ce qu'on connaît en France, j'ai fait 2-3 recherches et je suis tombé sur Joko Widodo, aussi appelé Jokowi. Jokowi, c'est le président de l'Indonésie. Il a été élu à 53 ans, ce qui est assez jeune. Il se présente comme un jeune homme branché qui écoute du métal et assiste à des festivals de rock. Il est très charismatique, il est très libéral, sa carrière politique est fulgurante et il est à l'origine de cette loi. Donc directement, je me suis dit, bon très bien, je reconnais le schéma, c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises ces dernières années. Un jeune politicien libéral qui sort de nulle part, promet de grands changements, porte beaucoup d'espoir, quelqu'un qui d'un côté se présente comme un progressiste, notamment en termes de mœurs, mais qui, de l'autre, est un vieux type, tout ce qu'il y a de plus classique. Un libéral qui démantèle les protections sociales et environnementales au profit des grandes entreprises, du capital. Un schéma désormais classique, Justin Trudeau au Canada, Obama aux États-Unis, ou encore Emmanuel Macron en France. Et puis je me suis rendu compte que j'oubliais quelque chose que je passe pourtant mon temps à répéter. Par exemple, dans la chronique précédente. Derrière les individus, vous, moi, Macron, Jokowi, se cachent de grandes dynamiques historiques et de grands systèmes qui s'imposent à nous, qui façonnent qui nous sommes en tant qu'individus et qui sont beaucoup plus intéressants à étudier et à transformer que vous, moi, Macron ou Jokowi. On va donc essayer de comprendre les dynamiques historiques et les systèmes qui se cachent derrière ce bonhomme. Bon, alors par contre, attention, j'y connais toujours rien en Indonésie, donc tout ça est à prendre avec des pincettes. Déjà, un peu de contexte historique. L'Indonésie prend son indépendance en 1945 et elle est alors dirigée par Sukarno. Sukarno, vous savez, on en parle un peu au lycée en histoire parce que c'est l'un des organisateurs de la conférence de Bandung de 1955 qui rassemble 29 pays africains et asiatiques qui ont arraché leur indépendance dans les années précédentes et qui, en pleine guerre froide, refusent de s'aligner sur les États-Unis ou l'URSS. Sukarno dirige le pays jusqu'en 1965-66 où il est renversé par un coup d'état militaire. L'armée le jugeait trop à gauche et a donc mis en place une dictature militaire bien à droite, soutenue par le bloc de l'Ouest états-unien et capitaliste. La dictature est dirigée par un sale type qui s'appelle Suharto et commence par l'un des plus grands massacres du XXe siècle. Toute personne jugée un peu trop à gauche est assassinée ou emprisonnée et torturée dans des camps de concentration. Entre 500 000 et 1 million de personnes seront assassinées en 3 ans. Suharto confie la politique économique de sa dictature à ce qu'on appelle la Berkeley Mafia, un groupe d'économistes formés à Berkeley, aux États-Unis, qui vont libéraliser le pays. Privatisation, dérégulation, le pays s'ouvre au capital et aux investisseurs étrangers, notamment états-uniens. Là encore, c'est un schéma très connu. Quelques années plus tard, en 1973, il se passera la même chose au Chili, où la dictature Pinochet confiera l'économie du pays aux Chicago Boys, un groupe d'économistes formés à Chicago, aux États-Unis, qui vont faire à peu près la même chose qu'en Indonésie, et ainsi participer à l'émergence du néolibéralisme, la forme actuelle du capitalisme qu'on connaît très bien en France, vu que Macron en est l'un des principaux animateurs aujourd'hui. Mais revenons en Indonésie. Suharto dirige le pays jusqu'en 1998, et puis on a la classique transition vers la démocratie, où on arrête d'avoir des militaires au pouvoir, bien que l'armée demeure très puissante encore aujourd'hui, mais où les politiques économiques restent à peu près les mêmes. Avec quand même un petit frein du fait que pendant 15 ans, le pays va être dirigé par une oligarchie héritée de la dictature, oligarchie qui est extrêmement corrompue et qui veille à protéger ses intérêts économiques, y compris si ça implique de pas totalement déréguler l'économie et de mettre en place des mesures protectionnistes. Mais en 2014, notre fameux Jokowi est élu président et effectivement, il détonne par rapport à celles et ceux qui étaient là avant. Il est le premier président à ne pas avoir commencé sa carrière politique sous la dictature, ni à être issu des élites indonésiennes. Pourtant, Jokowi en tant qu'individu est le fruit de cette dynamique historique qui a vu l'Indonésie rejoindre le monde capitaliste et néolibéral sous la dictature Suharto. Et oui, parce qu'avant d'être un politicien, Jokowi est un homme d'affaires qui a prospéré dans l'industrie du meuble et qui, une fois au gouvernement, s'est entouré d'autres hommes d'affaires. Parmi ses ministres, on trouve beaucoup de PDG, de banquiers, etc. As a former businessman, I would be happy if bank interest rates go down. Senang kalau
Comme dans de nombreux pays, le Chili est encore une fois un très bon exemple de ça, l'arrivée et le développement du capitalisme en Indonésie a été imposé par la force, par un régime autoritaire qui a ensuite laissé place à la classe capitaliste nouvellement créée. Dia meyakinkan masyarakat bahwa kita mampu, bahwa Indonesia mampu, bahwa pemerintah mampu, bahwa rakyat mempunyai daya saing dengan negara-negara yang lain. Bref, malgré le profil, les goûts musicaux et l'origine sociale de Jokowi, cette grande dynamique poursuit simplement sa route, et de ce point de vue-là, rien de surprenant à la mise en place de cette loi omnibus néolibérale à laquelle s'oppose un énorme mouvement social. Dan yang kedua, kita juga melakukan deregulasi kebijakan yang menghambat ekonomi Indonesia. Karena itu juga menjadi harapan dari masyarakat, itu menjadi harapan dari dunia usaha, dan itu juga menjadi harapan dari investor asing yang ingin masuk ke Indonesia. Ça, c'est le premier truc qui se cache derrière Jokowi. Mais on n'a toujours pas parlé de cette loi. Qu'est-ce qu'elle prévoit précisément ? Déjà, on l'a dit, elle attaque frontalement le droit du travail. Le salaire minimum, l'équivalent du SMIC, est supprimé, les indemnités de licenciement diminuent drastiquement, les entreprises pourront imposer jusqu'à 4 heures de travail supplémentaires par jour, on passe de 5 jours de travail par semaine à 6, le poste occupé, l'ancienneté dans l'entreprise et les diplômes et formations ne joueront plus de rôle dans la détermination du salaire, les contrats en temps partiel seront favorisés par rapport au temps plein, les congés payés seront amputés et virer un salarié sera simple comme bonjour. Tout ça a pour objectif explicite d'attirer le capital international. On le voit plus directement dans d'autres articles de cette loi. Par exemple, l'impôt sur le revenu des entreprises va être diminué, mais encore, alors que près de 300 secteurs de l'économie étaient frappés d'une interdiction d'investissement étranger, cette liste est ramenée à 6. Et enfin, on a une dérégulation absolue des protections environnementales. Les entreprises n'auront plus besoin de présenter des études d'impact environnemental pour leurs projets et l'obligation de conserver un tiers de la surface forestière des quelques 17 000 îles qui constituent l'Indonésie est tout simplement supprimée. On rappelle que l'Indonésie est l'un des poumons de la planète au même titre que l'Amazonie, mais aussi le premier producteur de la fameuse huile de palme, et donc le pays avec la vitesse de déforestation la plus rapide du monde. Maknanya jadi orang rimba iyo sebenarnya orang rimba kalau menurut aku dia maksudnya orang rimba iyo ini kalau masih pencarinya belum maju berubah. Nah itu ngaduk harapan, kita berunding dulu. Tapi yang sudah-sudahnya cuma main politik. Politik itu yang tidak setuju. Lahan orang sawit, ya kebun parah orang. Jadi demono hidup orang lima. Sioh sumpamanya sebulan. Nah sudahlah ada usir orang yang punya kebun, pindah lagi. Kalau rimbanya lagi luas, demono daerah, sehingga tetap ada penghasilan. Oh, seolah-olah ini perusahaan mau kita masukkan, tapi kita mau nanam lagi kembali. Itu sebenarnya itu walaupun program orang pintar, itu saya bilang orang bodoh. Justement, parlons géographie. L'Indonésie occupe une place un peu particulière parce qu'elle est au croisement entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, entre l'Asie et l'Océanie, entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie du Sud et la Chine, le Japon, la Corée, etc. Bref, c'est un carrefour commercial. C'est aussi un pays très riche en ressources naturelles. Par exemple, 6% de son PIB vient du secteur des mines. On a donc une énorme pression de la part de la classe capitaliste internationale en faveur de l'ouverture de l'Indonésie aux investissements étrangers, ce qui se retrouve dans la signature indonésienne de près d'une vingtaine d'accords de libre-échange avec un paquet de pays. Par exemple, Jokowi a affirmé vouloir rejoindre le TPP, un gigantesque accord de libre-échange entre une dizaine de pays, dont les États-Unis. Celles et ceux qui étaient là pour la chronique précédente se souviennent aussi que la Chine est en pleine guerre économique avec les États-Unis et fait actuellement un énorme effort pour élargir son influence, notamment dans la région. Elle est aujourd'hui la première source d'importation en Indonésie et la première destination des exportations indonésiennes. De leur côté, les États-Unis faisaient partie du TPP, l'accord de libre-échange, mais Trump s'est finalement désengagé, laissant la voie libre à la Chine. L'ouverture de l'Indonésie au capital international est donc l'occasion pour la Chine de renforcer les liens entre ces deux pays, ou, plus exactement, de renforcer la dépendance de l'Indonésie à la Chine.
Voilà donc une deuxième chose qui se cache derrière Jokowi. Tout simplement, le capitalisme, ou plus précisément sa volonté de faire sauter tous les obstacles à la circulation du capital à l'international, ce qui est précisément l'objectif premier de la loi Omnibus de Jokowi. Kita akan merevisi undang-undang ketenagakerjaan kita, sehingga investasi dari luar yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama yang padat karya, yang orang membutuhkan pekerja yang banyak, tidak ragu-ragu lagi untuk masuk ke Indonesia. Alors pourquoi pas, hein. Après tout, les économistes néolibéraux nous expliquent que la libre circulation du capital et des marchandises permet d'enrichir les pays participants, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'un mouvement social de plusieurs millions de personnes s'oppose à cette loi Omnibus ? Comme Macron et n'importe quel dirigeant néolibéral, Jokowi nous explique dans le plus grand des calmes que c'est parce que les gens sont trop cons pour comprendre leurs propres intérêts. Alors évidemment, c'est pas le cas, et la longue liste de protections sociales qui vont sauter avec cette loi suffit à le prouver. Mais de manière générale, ce que les économistes néolibéraux oublient de nous dire, c'est que dans les accords de libre-échange, il y a toujours un idiot utile. Un pays à qui on fait croire qu'il va s'enrichir dans la manœuvre, mais qui, en réalité, n'est pas capable de contrôler l'afflux de capital étranger et se retrouve tout simplement à ouvrir son économie à des énormes multinationales qui pillent le pays et se barrent avec les profits. Il s'avère qu'il y a de sérieux doutes sur la capacité de l'Indonésie à contrôler ce capital étranger que Jokowi fait tout pour attirer. Sans trop rentrer dans le détail, en 2014, 97% des salariés indonésiens bossaient dans des petites et moyennes entreprises. Autant dire que des PME ne peuvent pas concurrencer des multinationales, y compris sur leur propre territoire. Face à cette destruction de leur économie, de leurs emplois et de leurs conditions de travail et de vie, les Indonésiens et les Indonésiennes se révoltent. On assiste aujourd'hui à une convergence inédite entre les étudiants, le mouvement ouvrier et une coalition d'ONG et d'associations. La répression policière est évidemment extrêmement violente, mais le mouvement social est très structuré et il y a de grandes chances qu'il s'inscrive dans la longue durée. En conclusion, je pense que c'est le bon moment pour dire que tout ce qu'on a vu aujourd'hui se passe dans le premier pays musulman du monde. 229 millions de musulmans y habitent, ce qui représente 13% de la population musulmane mondiale. L'horreur absolue pour l'extrême droite française, l'étranger avec un « et » majuscule, et pourtant, cet étranger nous est très familier. La destruction de notre droit du travail, de nos protections sociales et environnementales par Macron nous rend parfaitement compréhensible ce que vivent ces étrangers qui s'avèrent faire leur prière 5 fois par jour. À une époque où notre classe capitaliste française nous répète que notre grand ennemi est notre voisin de palier musulman, cette histoire indonésienne a le mérite de remettre les pendules à l'heure. À l'autre bout du monde, les Indonésiens sont attaqués par le même système capitaliste, par la même classe capitaliste que nous. Cette classe et ce système ne connaissent pas les frontières, n'ont ni couleur de peau ni religion. Par contre, ils sont animés par la même chose, maximiser l'exploitation des travailleurs-travailleuses et de la terre, que ce soit en France ou en Indonésie. Comme on l'a vu aujourd'hui, le capitalisme est international et notre réponse et nos luttes ne peuvent donc pas se limiter aux frontières. Nous avons bien plus en commun avec n'importe quelle travailleuse indonésienne musulmane qu'avec n'importe quel PDG français du CAC 40, en particulier ceux qui, à l'instar de Bolloré, achètent nos médias dominants et y placent des types comme Zemmour pour semer la division entre nous, que ce soit au sein même de notre pays ou à l'international. Nos prédécesseurs avaient bien compris l'importance de l'internationalisme et le fait que, en préparant cette chronique, je me sois heurté à l'absence totale de sources et communications sur le mouvement social en Indonésie de la part d'organisations de gauche en France est une preuve supplémentaire qu'il est urgent de recommencer à tisser des liens internationaux forts et durables entre nos organisations nationales respectives. En attendant, on fait des gros bisous aux Indonésiens, Indonésiennes et on garde en tête que se battre en France, c'est aussi lutter à leur côté. Oh!